Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narval? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille.
Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. C'est à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable ? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui.
Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le Scalélès féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée dotée de dents énormes. C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier.
Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à 2 mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries.
Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Il siffle gaiement, comme s'il te saluait. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire, près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit, des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon. Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont des bronchies. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau, mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire, ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre.
1 an plus tard. L'humanité a commencé à migrer pleinement vers les océans. Mais au lieu d'une nouvelle vie, ils trouvent des déchets. Beaucoup de déchets. Des milliards de tonnes de plastique flottent dans l'eau. Leur nouveau foyer s'avère être un énorme dépotoir créé par les gens eux-mêmes. Le recyclage mondial du plastique commence dans toutes les eaux. Chaque jour, les gens sortent des tonnes d'ordures de l'océan. L'eau devient de plus en plus propre. Des décharges apparaissent sur la terre ferme. 5 ans plus tard, l'eau devient plus propre. Les gens ne vivent plus dans les ordures. Tout le plastique se trouve sur la terre ferme. Dès que le problème est résolu, l'humanité commence à construire des villes sous-marines. Mais ensuite, tous les poissons commencent à tomber dans les mers et les océans. Tout revient au mode de vie habituel. Les gens perdent leurs branchies et ils retournent sur la terre ferme. Les créatures marines vivent à nouveau dans une eau propre. Les philosophes et les scientifiques du monde entier pensent que la nature a décidé de donner une leçon aux gens. Nous comprenons comment vivre dans un monde de déchets et comment nous devons nous soucier de notre planète. Les gens font un effort considérable pour préserver l'écologie du globe. Des usines de recyclage des déchets sont construites. Tout le monde arrête d'utiliser du plastique. L'harmonie est restaurée entre l'homme et la nature. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. 2 des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence.
Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi, mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlae. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné? A-t-il eu peur? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité de Herlae s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville.
Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors ? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent ? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens. Chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer ? Une centaine d'années ? Un millier ? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant.
Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ceux que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber.
Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le Kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du Kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le Kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échoués sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le Kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le Kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le Kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le Kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du Kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction.
Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visitée, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre, sauf la dernière, que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le Meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un Meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc.
Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse, car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin-taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que les dinosaures. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il semait la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins,
Sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le Kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le Kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du Kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le Kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le Kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un Kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le Kraken sévissent. Tu veux faire un high five à une créature marine? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan, et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses. Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par « calmar vampire de l'enfer ». Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long.
Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpotetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer, et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban. L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale.
ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés. Mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant.
Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps, c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie. C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs. Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe! Bienvenue à un autre combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring. C'est le mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 à 3 millions d'années.
Et à l'heure actuelle, il détient le titre du plus grand chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant est sur le ring, et c'est le Dinkleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années et était le plus grand poisson de son époque. Ces créatures nageaient partout dans le monde et semaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Le mégalodon est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de ce requin antique. Ils ont notamment appris que ces animaux étaient capables de distinguer les points vulnérables de leurs adversaires. Ils s'attaquaient directement aux organes vitaux, mettant ainsi rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Ils ciblaient aussi les nageoires chez certaines grandes créatures marines afin de les immobiliser. Même les plus gros de leurs adversaires finissaient sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le meg était l'approche du bélier. L'énorme requin fonçait s'écraser contre une baleine, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les aptitudes les plus importantes du mégalodon. À cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui, justement comme certaines espèces de baleines, qu'il n'avait d'ailleurs pas toujours le courage de charger. Quant au Dinkleosteus, son véritable atout était sa puissante mâchoire. Le plus souvent, ce poisson nageait vers un animal plus petit, puis en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme gueule. Et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. Adieu Charlie! Alors que cette créature grandissait, la forme de sa mâchoire s'est mise à changer. Les temps suivant sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Avec l'âge, elle devenait capable de mâcher des aliments plus durs. Et plus tard, au cours de son existence, le Dinkleosteus a commencé à croquer des créatures marines aux coquilles dures, voire n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Entends-tu le son du gong? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de se rencontrer en face à face. Ils se croisent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à apercevoir son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dinkleosteus. Il commence donc à accélérer, mais le Dinkleosteus esquive et évite la collision. Alors que le requin se retourne, le Dinkleosteus a l'occasion de l'attraper par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Aïe! Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour repousser le Dinkleosteus. Cela ressemble à un rodéo. Le Dinkleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, l'énorme requin ouvre son énorme mâchoire et termine le combat en une seule morsure. Oh! Donc aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est digne de son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-la Tyriana. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et était une véritable reine sur le territoire nord-américain moderne. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des mers, le mégalodon. Celui-ci s'appelle Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais les légendes à son sujet sont toujours bien vivantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé et un super prédateur en son temps. Même si notre T-Rex n'est pas le plus grand de son espèce, Tyriana reste l'un des plus dangereux. Mais regardons la taille de son adversaire. Le gabarit du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En effet, les seuls vestiges de cet ancien requin sont surtout des dents et des vertèbres. Les scientifiques ne peuvent donc que faire des hypothèses sur sa taille réelle. Pourtant, même selon les calculs les plus modestes, il reste plus grand que le T-Rex. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au T-Rex. Le premier point revient au requin géant. Mais qu'en est-il de l'agilité? Tyriana semble être grande et maladroite. Cependant, le T-Rex avait un excellent équilibre grâce à son énorme queue et pouvait tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses jambes! Il est clair qu'elles ne désertent jamais la gym. Le mégalodon était certainement le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement en raison de sa taille et de sa masse, mais aussi de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur les restes de baleines. Ils en ont conclu que Mégane visait les points faibles de ses proies et savait où se trouvaient les organes vitaux. D'autres restes de victimes du mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses.
Cela suggère qu'elle n'hésitait pas à utiliser son poids comme bélier. Un bélier de 50 tonnes pouvant facilement briser des murs en béton. Donc, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure suprême. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la morsure la plus puissante de son espèce et utilisait aussi la stratégie du bélier. Bien que son poids ne soit pas aussi important que celui du mégalodon, le T-Rex pouvait atteindre une vitesse bien plus élevée. Et son impact était bien plus important que celui d'un requin. Et avec ça, elle pouvait frapper avec sa queue, ses jambes avaient une force extraordinaire et pouvaient lui permettre de maintenir sa victime. Sans aucun doute, l'arsenal du T-Rex est beaucoup plus varié. Ce point va donc aux dinosaures. Le prix du public. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. Il est apparu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo, mais pire cauchemar, des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus connu au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée qu'il pouvait seulement voir les objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros ont échappé à un T-Rex en restant simplement figés sur place. Eh bien, tout d'abord, un dinosaure pouvait facilement les sentir. Deuxièmement, le T-Rex avait une excellente vision. Elle était en fait 13 fois plus claire que celle des humains. Le mégalodon, quant à lui, a la réputation d'être un vrai démon. Une scène dans laquelle le mégalodon détruit un bateau de pêche est toujours aussi culte et effraie les téléspectateurs du monde entier. Mais comme il en reste très peu de vestiges, il est difficile de savoir à quoi il ressemblait vraiment. Donc l'Instagram de T-Rex serait beaucoup plus populaire. T-Rex prend ce point. Le gong retentit et cela signifie qu'il est temps de commencer le combat. Ces deux prédateurs se rencontrent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient surtout en eau profonde, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex était également présent dans cette région, et maintenant, ces deux prédateurs se retrouvent face à face. En eau peu profonde, le mégalodon devient plus lent, et T-Rex esquive facilement sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car la taille du corps de Tyriana ne lui permet pas de plonger sous l'eau. T-Rex décide de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon, se laisse tomber en essayant de mordre le dinosaure et la bouscule de tout son poids de 50 tonnes. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Maintenant, rien ne peut l'aider. Oh oh! Le mégalodon prouve donc une fois de plus qu'il était le prédateur ultime et qu'il pouvait facilement vaincre notre dinosaure star.